La dernière chose que je voulais aborder rapidement avec vous, c'était le suivi des modifications avec Word. Donc, vous connaissez, suivant les versions de Word que vous avez, parce que là, c'est fluctuant d'un poste à l'autre, il y a un petit onglet qui s'appelle « Révision » et qui permet de faire le suivi des modifications. Donc, le suivi des modifications, ça permet de travailler à plusieurs sur un document en apportant des remarques et des commentaires. Donc, il y a nouveaux commentaires, on sélectionne l'endroit où on veut positionner le commentaire, on clique sur nouveau commentaire, ça ouvre dans la marge de droite un petit espace où vous pouvez mettre votre commentaire. Vous pouvez modifier le document, donc une fois que vous êtes parti dans suivi, vous avez cliqué sur suivi des modifications, toutes les modifications vont être enregistrées et notifiées, notées. Donc, une fois que le document est partagé, on saura très bien qui a fait quoi sur le document. J'ai rajouté quelque chose, j'ai modifié, j'ai supprimé. Donc, typiquement, un petit texte. Prévu le 3 mars, j'ai rajouté un commentaire, vérifier la disponibilité de la salle. On ne voit pas de la salle au bout parce que c'est la capture d'écran, mais ce n'est pas gênant. Bonne semaine, cordialement. J'avais noté Jacques et puis on a rajouté Nicolas et Jacques, parce qu'en fait, on était deux à signer. Donc, typiquement, on voit les modifications. Si ce mélange de couleurs vous gêne, c'est possible d'afficher la dernière version à jour. Et comme ça, on ne voit que la version finale, en fait. On peut voir aussi la version originale, pour voir sans les modifications. Et on peut avoir aussi les marques simples, c'est-à-dire qu'on n'a que des petits traits dans la marge pour indiquer « attention, là, il y a une modif ». Après, si on veut voir, eh ben, on regarde les modifications et ce qu'il en est. Toutes les modifications et les commentaires sont indexés, donc on peut passer de l'un à l'autre en allant de précédent à suivant. Comme ça, on va de commentaire en commentaire ou de modification en modification. Ce qui permet de ne pas relire tout le document et essayer de chercher quelles sont les modifications. On les voit et puis c'est lui qui nous dit « tiens, là, il y a un tel qui a modifié ça, il y a Michel qui a fait ceci, il y a Jean-Christophe qui a fait cela ». Et ça permet d'avoir un fonctionnement assez efficace. Maintenant, comme il y a plusieurs versions de Word, avec Word 2003 et 2007, on peut commenter et suivre, c'est ce que je vous ai présenté. Avec Word 2010 et 2013, on peut en plus comparer et fusionner, c'est-à-dire qu'il y a deux documents, deux versions différentes, on peut les comparer et les fusionner en choisissant à chaque fois « je veux ce morceau-là, je veux ce morceau-là, je veux le morceau du document A ou le morceau du document B ». Et avec la version 2016, on peut en plus annoter le document avec tablette tactile et stylet. Donc on peut faire ajouter tous les commentaires qu'on veut de façon graphique. Voilà à peu près, dans les grandes lignes, ce que je voulais vous présenter. Maintenant, l'aspect pratique. Ça marche pour pour Excel, pardon. Ça marche aussi pour Excel, pour PowerPoint, pour Access si tu veux, enfin pour tous les outils Office ont cette version cette révision des documents. Et c'est super pratique. Elle est où la souris? Elle est là. Donc, quand on tape oncloud.ac-dijon.fr, là, il y a mon identifiant qui est d'Office ici. Hop, alors, je vais essayer de le faire un peu plus gros. Voilà, comme ça, c'est bien visible. Le client de synchronisation. Je clique ici, personnel. Et il me dit, voilà, vous souhaitez apporter, je choisis celui que je veux. Donc, soit la version PC de bureau, soit mon téléphone Google Android, soit mon iPhone. Et ça me permet d'avoir le client de synchronisation adapté à mon matériel. Maintenant, si je retourne dans les fichiers, ben on va tout retrouver, hein, les différents documents, avec, donc si je regarde, après je ne sais pas ce que je peux, si je veux rajouter un document, allez, je vais rajouter un dossier que je vais appeler essai. Voilà, il est ici, il est bleu, il n'a rien parce qu'il n'est pas partagé. Maintenant, si je veux le partager avec quelqu'un, ben je clique sur la petite commentaire. Alors, je vais le partager avec GIP- voilà, tous les groupes qui sont créés. Nos groupes commenceront toujours par GIP, non? Oui, GIP DevPeak. Ils commencent toujours par GIP DevPeak. C'est l'organisation académique qui impose ça.
Voilà, donc si je veux le partager avec Jip, Dafpik, Jip, par exemple, c'est nous. Voilà, et après je vais choisir, vous ne pouvez pas partager, vous ne pourrez pas supprimer, et puis voilà, ça me va, c'est fait. Comme on connaît les personnes qui sont dans Jip, Dafpik, Jip, parce que tout à l'heure j'ai lu Jip, Dafpik, Jip et Jip, Dafpik, Jip, groupe 1, je crois. Voilà, alors on ne peut partager qu'avec les groupes dont on fait partie, et si on va dans mes groupes, tu vois la liste de tous les groupes dont tu fais partie, et avec la liste de toutes les personnes qu'il y a dedans. Donc pour la création des groupes, ajout, suppression de personnes dans un groupe, etc., c'est Eric et moi qui nous en occupons. Et si maintenant je vais dans essai, il est arrivé, il est là. Et donc si je fais... non, c'est pas ça ce que je veux. Là, je vais ouvrir le dossier. Voilà, mon répertoire essai, il est là. Il est arrivé là, il s'est synchronisé tout seul. Et tu aurais pu le créer ici. Et j'aurais pu le créer ici, c'était pareil. Mais ici, tu peux le partager aussi. Ici, je ne peux pas le partager. Tu le crées, il est chez toi. Voilà, je crée, il est chez moi. Mais là, il n'est pas partagé d'après ce qu'on voit. Il n'y a pas le petit... Il n'y a pas la petite coche. Ça n'a pas Non, synchronisé encore. parce qu'il n'a pas encore... Il n'a pas encore enregistré le tu n'as pas partage. été jusqu'au bout de la procédure. Si, normalement c'est bon. L'essai, il est partagé là. Mais ça va venir. Voilà, ça va venir. Alors, il est possible que là, en fait, il y en a que c'est moi qui le partage à d'autres. Il n'y a pas la petite coche. Il y a la petite coche seulement pour les dossiers qui sont partagés par d'autres avec moi. Des petites nuances. C'est ce que je participe à j'ai accès à un document qui a été partagé par quelqu'un d'autre, et auquel cas, je ne suis pas propriétaire du document, donc j'ai la petite coche. Alors que essai, c'est un document dont moi je suis propriétaire, parce que c'est moi qui l'ai créé et qui le partage avec d'autres, donc je n'ai pas la petite coche. Je pense que c'est ça l'astuce. Parce que test 1, c'est pareil, et que ça fait longtemps qu'il est créé, test 0. Voilà à peu près. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez voir ? Voilà. Est-ce que tu as des applications un peu comme Google Drive, c'est-à-dire Google Forms, des trucs comme ça? Est-ce que ça a été transposé sur OnCloud ou pas avec Non. Le seul truc possible qu'il y ait, alors qui est un peu, c'est, attends que je ne dise pas de bêtises, quand je vais dans Documents, là j'ai tous les documents OpenOffice qui ont été créés, que je peux modifier en ligne, mais pas de façon collaborative. C'est-à-dire qu'il y en a un qui le modifie, mais on ne peut pas être à plusieurs à écrire en même temps. Tu sens la différence ou pas? D'abord, on n'a pas Open... Non, mais il n'y a pas d'outil spécifique, Google Drive, enfin Google Form, Google Text, il n'y a pas. L'intérêt d'un vrai outil complètement collaboratif, synchrone, ça n'existe pas. Voilà, il y a du partage de documents, mais l'outil synchrone, il n'existe pas. Tant pis. Là, dans le cloud, plusieurs personnes en même temps peuvent être sur le même document. Oui. Si par mégarde, il y a un conflit entre deux versions de documents, parce que ça peut arriver quand même, hein, malheureusement, alors il va dire, lui, il va voir qu'il y a deux documents différents qui ne peuvent pas fusionner parce qu'il y a des modifications à gauche et à droite et qu'il ne sait pas laquelle choisir. Donc il va enregistrer les deux versions. Et après, c'est à une personne de dire je compare les documents et je regarde ce que je garde. Ça se fait manuellement. Et alors, quand on fait des modifications sur Word, je suis en 2013 par exemple, donc j'enregistre en 2013, Ouais. et les collègues ils l'ont en 2010 par exemple, Ouais. est-ce qu'il faut que je veille à ce que j'enregistre en point doc ou en point docx? C'est pareil, ça ne change rien. Que tu donnes un document par clé USB ou par OnCloud, c'est pareil. Donc, il faut qu'elle fasse attention à la version. Normalement, tout le monde peut lire les docx et tout le monde peut travailler dessus.
S'ils ne peuvent pas, c'est qu'ils n'ont pas configuré leur poste comme il faut, ils n'ont pas installé le petit plugin qui va bien gratuit de Microsoft. Donc c'est de leur responsabilité et pas de la tienne. C'est pas mal quand on le dit comme ça. Hein. Et pour le niveau de partage d'un même dossier, si je prends le dossier test 01, est-ce qu'à l'intérieur tu peux partager par exemple en lecture un groupe particulier et en lecture, modification et tout ça Ouais. Oui. Après, la difficulté, c'est quand j'ai, pour le même groupe, je veux de la lecture et de l'écriture. De l'écriture sur une partie et de la lecture sur d'autres. Je suis obligé de créer 2 répertoires. Et je ne peux pas me dire, tiens, je vais avoir un répertoire au-dessus qui englobe les 2. Ça, c'est pas possible. On se posait notamment la question pour le DocuVeil où nous 3 on serait en lecture, suppression, etc. Et puis les autres pourraient être en lecture tout bête, quoi. Tu vois ? Ben ça, c'est tout à fait possible. C'est très facile. C'est pas mal. Voilà. Qu'il y ait 3 personnes en écriture et toutes les autres en lecture, c'est possible. Par contre, on partage bien, dans un premier temps, le dossier, pas le document. Oui. Parce que déjà, ça va être assez vite complexe et dense. Donc, il ne faut pas s'amuser à partager les documents. Et il ne faut pas repartager des documents à des dossiers qu'on vous a partagés déjà. Il faut se dire, si on vous partage un dossier, ce n'est pas à vous de vous soucier du partage vers d'autres. Parce que sinon, les dossiers, on va les voir apparaître 3, 4, 5 fois, parce qu'à chaque fois que quelqu'un partage le dossier, on va le voir apparaître à nouveau. Donc, si vous partagez un dossier, vous êtes responsable de savoir à qui vous le partagez. Si on vous partage un dossier, eh ben, vous demandez au responsable, tiens, tu dois le partager avec un tel en plus. Et c'est le propriétaire qui partage. Et c'est le propriétaire qui partage. Je pense que dans les règles d'usage, il vaut mieux travailler comme ça. C'était clair ? Je peux partager nominativement. On peut partager nominativement. Alors c'est à éviter. Non, mais c'est à éviter parce que le problème, c'est que si... Après, c'est infernal à gérer dans la durée. Il vaut mieux se dire, je partage avec... Alors, sauf si c'est exceptionnellement pour une personne. Ça peut être jouable. Mais sinon, il vaut mieux créer un groupe et se dire, voilà, j'affecte les droits à ce groupe. Si la personne part et qu'elle est remplacée par quelqu'un d'autre, ben, je change la personne dans le groupe. Et puis ça se fait automatiquement après. Et je n'ai pas à refaire le tour de tous les documents ou les dossiers que j'ai partagés avec cette personne-là. Dans la logique d'organisation, c'est beaucoup plus souple, enfin pratique, si on travaille avec des groupes. Ouais, Michel. J'ai deux sources d'inquiétude, Vas-y. Mais par mes connaissances. La première, c'est sur les intitulés des dossiers. Ouais. Je pense que plus on est nombreux, plus on a besoin d'avoir un vocabulaire un peu partagé. Ouais. Le risque, c'est de ne pas se reconnaître dans un dossier et de créer un autre à côté en pensant qu'il n'existait pas. Il n'existe pas, voilà. Ouais. Donc ça, j'ai une petite source d'inquiétude par rapport à ça. Donc sur comment on va gérer finalement la nomenclature donner des noms au dossier. Ouais. Et puis la deuxième inquiétude, c'est sur la gestion des droits d'accès. Les groupes, c'est certainement très bien, mais imaginons que quelqu'un participe à plusieurs groupes, que cette personne change ou qu'on veuille la faire évoluer. Du coup, il faut la faire évoluer dans tous les groupes. Oui, mais je pense que c'est quand même plus simple de la faire évoluer dans tous les groupes que dans toute l'arborescence. Mais il faudra qu'il y ait quand même toujours ce souci-là de faire attention à ce qu'une personne qui appartient à plusieurs groupes, par exemple qui serait remplacée, imaginons un collègue qui s'en va et qui est remplacé par quelqu'un d'autre, il va falloir gérer l'ensemble des groupes dans leur totalité pour s'assurer que la personne... Oui, alors ça c'est un souci, mais de toute façon, quelle que soit l'organisation et la structure, on l'aura, ce souci-là, de gérer à un moment qui a accès à quoi quand. Et que quand quelqu'un part et il est remplacé par quelqu'un d'autre, le souci, il est là. Au niveau des noms et de la nomenclature, oui, il y a effectivement aussi des règles de bonne pratique à se définir entre nous, et que là, l'urgence nous pousse à y aller
avant d'avoir défini ces règles de bonne pratique, mais ça n'empêche pas de se dire qu'il faut se les définir vite pour être tout de suite sur les bons rails. Est-ce qu'il y a un système de notification quand il y a des choses qui ont été rajoutées dans un dossier ou pas? Oui. Oui. Alors, quand tu peux, quand tu vas dans personnel, tout en bas, définir, toi, toutes les notifications que tu veux avoir. Un nouveau fichier au répertoire a été créé, un fichier au répertoire a été modifié, etc. Tu choisis si tu veux recevoir un mail ou pas. Et à tout moment, tu peux modifier. Flux, ça veut dire que c'est enregistré dans le flux d'activité. Je te montrerai après. Donc ça, c'est une chose. Mais aussi, quand quelqu'un crée un répertoire ou partage un répertoire, alors attends, je reviens dans Fichier. Je reviens sur le... Non. Je reviens là. Sur le essai partagé. Je peux notifier par courriel à tout le monde. Voilà. Donc ça, je peux choisir de notifier par courriel de façon autoritaire, entre guillemets. J'ai vu tout à l'heure qu'il y avait une capacité de 6 gigas. Oui. C'est donc aussi quand on crée un dossier, le dossier il est nominatif. Oui. L'appel d'offres, c'est quelqu'un qui l'a créé. Oui. On n'a pas un espace qui pourrait s'appeler JIP d'AFPIC, où on dépose les dossiers communs qui ne soient pas de la propriété d'une personne. Ouais. Alors, En l'occurrence, là, appel d'offres PE16, c'est-à-dire que quelqu'un a créé et ce dossier est stocké sur son espace. ouais. Ce quelqu'un, c'est OnCloud Admin GIF d'AFPIC. Ah d'accord, il y a quelqu'un virtuel. Voilà, c'est quelqu'un de virtuel qui existe. Les 6 gigas, c'est une limite, pour l'instant, négociée avec la DSI, qui est encore renégociable et qui est une moyenne sur tous les utilisateurs du réseau. À savoir qu'ils disent, voilà, en moyenne, 6 gigas. S'il y a des utilisateurs qui ont chargé de communication, qui font du multimédia, etc., qui ont besoin d'avoir des espaces plus grands, il n'y a pas de problème. Mais en moyenne, on est à 6 gigas, histoire d'avoir un compte et de se dire, ben voilà, il y a 500 utilisateurs dans le réseau, donc ça fait 3 téraoctets de données, et puis voilà. Donc là, qu'est-ce que tu nous conseilles que notre commun et mes documents soient tous balancés sur OnCloud? L'idée, ce serait d'y aller petit à petit. Alors, c'est pas se dire maintenant, à 10h15, on va tous y aller, parce que là, ça va un peu charger le réseau, et ça va moins bien marcher, mais se dire, voilà, dans la semaine, essayer de prendre du temps pour commencer à installer le client de synchronisation, déplacer les dossiers, libérer un peu mes documents et les communs, et histoire de prendre en main l'outil et voir comment ça marche. Et Google Drive quand on a déjà intégré les communs. Et Google Drive quand on a intégré Google Drive. Je voyais deux choses. Moi, j'avais les documents actuels dont on sert au quotidien, et puis l'archivage. On va parler à un moment donné. Parce que quand on archive, ça prend aussi de la capacité de stockage. Ouais. Est-ce qu'on doit considérer l'outil ici comme un outil d'archivage? C'est d'abord un outil de travail. D'accord. Voilà, c'est d'abord un outil de travail. Je pose la question de ce que l'on fait quand un document ou un projet ou un dossier a 2-3 ans et qu'on souhaite l'archiver parce qu'on risque de ne plus l'utiliser ou peut-être d'aller chercher des données dans un an ou deux. Je veux dire, est-ce qu'on crée quelque chose de... Pour l'instant, ce n'est pas cet outil-là qui est adapté à ça. C'est vraiment un outil de travail. Si tu mets des documents là-dessus, c'est tu te dis, j'ai besoin d'en partager l'accès à d'autres ou de pouvoir y accéder en mobilité. Typiquement, on a répondu à un appel d'offres, on le garde dans la bibliothèque parce que c'est intéressant de pouvoir s'y référer quand on va avoir à faire la réponse. Quand on va devoir répondre à un autre appel d'offres, ça peut être intéressant de savoir ce qui avait été dit avant. Donc ça, c'est intéressant de le mettre à disposition. Si c'est un projet qui est fini, terminé, ficelé,
On sait qu'il existe, si besoin, on ira le rechercher, mais ce n'est pas là qu'il faut le mettre. Oui, et est-ce qu'on aura un modérateur de l'arborescence partagée? Ou est-ce que ma crainte, c'est que chacun se dise j'ai un projet appel d'offres et je le crée, je le partage? Non. Voilà, l'idée c'est que les projets, ils sont créés au niveau du GIP, on va dire, hein, par Eric ou moi. Il y a l'arborescence qui est structurante au niveau de l'espace global. Après, au niveau des partages, ce ne sera peut-être pas très structurant, enfin, pas assez structurant à mon goût. Et après, ça dépend de la souplesse qu'on se donne, en fait. Et se dire, si on veut à tout prix créer des espaces en lecture seule et en écriture pour lecture seule pour les documents de référence, le texte d'appel d'offres et les documents de base, et après un espace de travail à côté, ça risque d'être compliqué à gérer dans le temps, parce qu'on va dupliquer des répertoires côte à côte, très nombreux, et ça va venir très vite. Si on se donne un peu de souplesse en se disant, les documents de référence, on fait confiance aux collègues, et on peut leur donner le droit d'écriture dessus, pas de suppression, hein, mais d'écriture. Là, on peut se dire, on remonte d'un ou deux crans l'arborescence, et on a un répertoire global appel d'offres 2016, et dedans, on a tous les appels d'offres qui viennent se structurer, et ça pourrait être pertinent. Là, c'est à négocier et à voir. Donc en fait, l'appel d'offres là sur lequel on travaille, c'est un galop d'essai et que ce ne sera sûrement pas exactement comme ça que ça marchera par la suite. Notamment par rapport à la nomenclature des noms, etc. etc. Voilà, c'est clair que là actuellement ça ne va pas. Donc tu as raison Michel, le B aussi a raison. Parler de la notification par mail pour les dossiers, on peut faire la même chose sur un document. Ouais. De toute manière, là, on est bien sur l'esprit du réseau, c'est-à-dire l'arborescence qui est au réseau, qui nécessite une certaine rigueur. Pour éviter que, voilà. Après, il y a la même logique à avoir pour chaque entité. Oui.